sur l'actualité politique en Guinée-Conakry en 15 minutes, du sommet à la base, c'est dans votre émission Oroya Politique. Tous les jeudis, retrouvez Sarah Dikondi pour un quart d'heure dans nos débats politiques. 17h, 17h15, des personnalités de la classe politique guinéenne ainsi que les cadres du gouvernement actuel vous donneront de mieux apprécier le thermomètre de la politique locale. Oroya Politique, ensemble, relevons le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Oroya Politique. Nous sommes ravis de vous accueillir dans cette émission qui vous aide à mieux comprendre l'actualité socio-politique et administrative de notre pays. Désormais, vous pourrez suivre Oroya Politique les lundis et samedis en exclusivité sur notre chaîne YouTube et le site www.oroya.net ainsi que l'ensemble de nos différentes plateformes digitales. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un invité de marque, M. Thierno Mamadou Nassirou Diallo, directeur général de la Société des eaux de Guinée, en abrégé SEG. Nous allons discuter avec lui sur les enjeux liés à l'accès à l'eau potable en République de Guinée, ainsi que des défis et perspectives pour la gestion des ressources en eau, un secteur important et incontournable dans la vie de l'homme. Merci une fois encore pour votre fidélité renouvelée au quotidien national Oroya. Place maintenant à l'émission Oroya Politique. Oroya Politique, ensemble, relevons le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes numériques. Monsieur le directeur général de la SEG, bonsoir. Merci de nous avoir reçus dans vos locaux. Bonsoir, monsieur Sarafoudine. Monsieur le directeur, aujourd'hui, nous allons échanger autour de 5 points liés à l'accès à l'eau potable en Guinée. Un sujet crucial pour le développement et la santé de la population guinéenne d'ailleurs. Pour commencer, le premier point que nous allons aborder, monsieur le directeur, c'est le diagnostic et l'état des lieux. Monsieur le directeur, pourrait-on avoir un aperçu global de l'état actuel des ressources en eau en Guinée et des progrès réalisés jusqu'à présent? Pour commencer, merci beaucoup. Et je dirais bonsoir à vos aimables téléspectateurs et à vos différents lecteurs. C'est un plaisir pour moi personnellement de vous recevoir et d'aborder des sujets d'ordre lié à la desserte en eau potable en République de Guinée. Et je rappelle que la Société des eaux de Guinée, pour commencer, est une entreprise publique placée sous la tutelle conjointe du ministère de l'Hydraulique et des Hydrocarbures et du ministère de l'Économie et des Finances. Donc la SEG, pour parler de la SEG, a pour mission essentielle la production, la distribution, la revente, la gestion du patrimoine et les encaissements des recettes issues de la revente de l'eau. D'accord. Donc, nous avons en charge la fourniture de l'eau en milieu urbain. Quand je parle de milieu urbain, il faut comprendre qu'il y a le milieu rural. Donc, pour ce qui est du milieu urbain, notre périmètre d'intervention s'accentue sur Conakry, la capitale, et les 33 préfectures de la République de Guinée. Donc, vous parlez du diagnostic, de la situation et de l'état de référence. Il faut préciser qu'à la date où nous sommes aujourd'hui, la SEG est présente dans les 30 préfectures de l'intérieur du pays et Conakry. Et seules aujourd'hui 3 préfectures où on n'est pas présent. Ce sont les préfectures de Beila, de Koubia et de Fria. Et il faut souligner que pour ces 3 préfectures, j'ai le plaisir de vous informer que le financement destiné à la réalisation des infrastructures d'alimentation en eau potable de ces 3 villes, le financement est déjà obtenu et il est ratifié au niveau du CNT. Donc les études ou le recrutement des entreprises en charge de la réalisation des études est entamé et cela va déboucher par la mise à disposition des documents de consultation des entreprises pour la réalisation des travaux. Et les travaux vont être lancés, réceptionnés et mis en œuvre. Donc le service de fourniture de l'eau potable dans ces 3 villes, c'est pour très très bientôt. Bon. Maintenant, par rapport à la question ou à l'état de la desserte, il faut reconnaître que pour ce qui est de Conakry, parce que nous allons aborder le cas de la desserte sous 2 angles. Sous l'angle de la desserte ou de l'accès de la potable à Conakry et à l'intérieur du pays, la SEG a 2 mécanismes ou a 2 paramètres par lesquels elle évalue et elle apprécie le taux d'accès. Il y a l'accès à l'eau potable de la SEG à travers un branchement particulier ou un branchement domestique que les populations ou les ménages souscrivent en fonction de leurs moyens à domicile
Et il y a l'accès à l'eau potable en fonction d'un point de puisage collectif qu'on appelle une bonne fontaine. Donc, associer les deux, aujourd'hui, je peux vous dire que sur le plan de la desserte ou sur le plan du taux d'accès à Conakry, il se situe autour de 34-35%. Pour quelle raison? L'accès est très faible. L'eau étant un droit dont l'accès doit être universel, aurait dû se situer autour de 100%. Mais pourquoi cet accès est infiniment petit? C'est une question que vous allez poser, donc je m'empresse de la répondre en même temps que je pose la problématique, parce qu'il est question de poser un diagnostic. À l'intérieur du pays, c'est autour de 31%. Pour quelle raison? Conakry, la capitale, quand vous évaluez le besoin ou la demande en eau journalière, vous la rapportez à la disponibilité, c'est-à-dire à l'offre, nous avons aujourd'hui un déficit de 250 mètres cubes. 250 000 mètres cubes d'eau potable à fournir à la population. Ce chiffre, il n'est pas tombé du ciel. C'est un chiffre qui est issu d'une étude du schéma directeur d'alimentation en eau potable qui a été conduite sur l'initiative de la SEG avec l'accompagnement de l'État du gouvernement guinéen sur le financement de la Banque mondiale par un cabinet de groupement de cabinets internationalement reconnus. Des études réalisées en 2019 ont révélé qu'à la date de 2010, à l'année 2019, les besoins de Conakry se chiffraient à 400 000 mètres cubes jour. Dans le même temps, la disponibilité de la SEG, c'est-à-dire la capacité de production journalière de la SEG, se chiffre à 150 000. Ce qui fait que même la moitié de la demande n'est pas couverte. Donc, il se dégage un déficit de 250 000. Ce qui fait, ou la raison de ce déficit aussi, la raison s'explique. Pratiquement, l'inadéquation entre l'offre et la demande se sont équilibrées et allées en disproportion dans l'intervalle du passage de l'année 99 à 2000. Donc, depuis 2000 jusqu'à là où nous sommes assis, il n'y a pas eu d'investissement majeur dans la réalisation des ouvrages de production, de transport et de distribution de l'eau potable. C'est ce qui explique ce déficit-là. Eh bien, voilà, merci pour toutes ces informations précieuses, monsieur le directeur. Deuxième point, parlez-nous des grandes réformes depuis votre arrivée à la tête de cette direction que vous avez menée personnellement. Ok. Il faut préciser que j'ai eu la chance et la confiance en même temps d'appartenir ou d'être élevé comme membre de la direction générale de la SEG depuis 2022. En qualité d'abord de directeur général adjoint chargé de l'exploitation et depuis le 31 août 2024 en qualité de directeur général. Je rappelle que quand nous sommes arrivés, quand je dis nous, c'est quand nous sommes arrivés à la direction générale, la première des choses qui a été faite, nous avons réalisé un plan stratégique et sur la base duquel d'abord on a réalisé un diagnostic. Moi, je rappelle que je suis un ingénieur de la SEG à la base depuis plusieurs décennies. Donc, connaissant le long en large la situation de la desserte et les problématiques de la société, mais étant désormais à un niveau de décision très élevé, donc, ce diagnostic a été conduit. Il a ressorti assez de difficultés, assez de problèmes, assez de menaces, mais aussi également des opportunités et des points forts sur lesquels on pouvait s'appesantir. Donc, d'où la notion de la matrice SWOT. Donc, à l'issue de laquelle nous avons ressorti toutes les insuffisances qui sont liées aux aspects techniques, compte tenu de la vétusté des installations, compte tenu de la vétusté du parc, compte tenu un peu du vieillissement du personnel cadre, compte tenu un peu de la vétusté de certains outils que nous utilisons pour la performance. Et plein de choses ont été relevées. Donc, à l'issue desquelles nous avons ressorti un plan stratégique d'intervention qu'on appelle le plan NEMA, sur lequel un accent particulier a été mis sur les objectifs stratégiques et axiaux, au titre desquels la première intervention ou les premiers axes d'intervention pour rehausser les indicateurs de performance de la SEG, on a ressorti un objectif de réduction drastique des pertes. Tout à l'heure, vous parliez dans nos échanges, vous parliez de fraude et de ce qui s'ensuit. Sur cet aspect-là, un accent particulier a été ressorti, la nécessité de mettre un accent particulier sur la réduction des pertes. Les pertes, chez nous, on les catégorise en deux. Il y a les pertes physiques, il y a les pertes commerciales. Les pertes physiques, ce sont les fuites, ce sont les casses. Donc, pour les résorber, nous avons décidé de mettre en place
des structures au sein des agences et au niveau des centres de l'intérieur du pays, des équipes techniques et pour la recherche des fuites et leur réparation. Mais derrière aussi, mettre en place un centre d'appel gratuit, le 119, à partir duquel les ménages, les populations, les citoyens à la base, une fois une fuite remarquée sur le terrain, peuvent prendre leur téléphone, nous interpeller directement et pour que des équipes se déploient sur le terrain. Donc le côté perte commerciale, elle se situe à deux niveaux. Il y a les pertes liées à la sous-facturation et il y a les pertes liées à la fraude. Parce que la fraude nous prélève des volumes que nous produisons, des volumes qui ont engrangé des efforts de financement sur l'énergie, les produits chimiques et le personnel dédié, ou des personnes mal intentionnées volent de l'eau, se branchent et ne payent pas. Donc à ce niveau également, pour résorber ce déficit, nous avons mis en place aussi des équipes qui sortent sur le terrain périodiquement, des visites inopinées pour aller de porte en porte, vérifier, procéder même à la vérification des ouvrages enterrés pour voir s'il n'y a pas de système de bypass, s'il n'y a pas de compteur bloqué, s'il n'y a pas de compteur cassé. Donc à ce niveau aussi, il y a un programme qui est en cours, qui est déployé depuis plusieurs années et qui continue. D'ailleurs, il y a même des projets qui sont adossés à ces aspects-là, qu'on appelle le projet d'accroissement des critères technico-commerciaux dans la commune de Matoto, financé par la Banque mondiale, et dans les autres communes restantes financées par l'AFD pour Matoto, la Banque mondiale pour les 5 autres communes, qui ont été conduites, où drastiquement beaucoup de branchements ont été normalisés. Des volumes conséquents ont été récupérés. D'accord. Voilà ce qui est très bien dit, monsieur le directeur. Nous allons attaquer le troisième point. À présent, quelle est la politique mise en place par la direction pour assurer la couverture en matière d'accès en eau potable sur toute l'étendue du territoire national? Parler de politique... La Guinée étant le château de l'Afrique. D'accord, la Guinée est le château de l'Afrique occidentale, je ne vous nie pas cette assertion. Parlant de politique, je voudrais rappeler ici que la SEG est comme un élément qui exécute une politique. La politique de l'eau potable en Guinée ou de l'accès de l'eau potable est une politique gouvernementale qui est déclinée par une feuille de route à travers le Premier ministère vers le ministère en charge de l'hydraulique et des hydrocarbures, qui à son tour nous dresse une feuille de route et sur laquelle nous évoluons. Donc pour ce qui est de l'exécution de la politique, il revient à la SEG d'assurer d'année en année la situation de la desserte, ressortir les besoins, formuler les requêtes, calculer les demandes en eau et matérialiser ça par des requêtes de financement et des projets structurants et déposer auprès du ministère pour que le ministère en fasse le porteur et les draine vers non seulement le gouvernement, mais vers aussi les différents bailleurs de fonds qui accompagnent la Guinée. Pour ce qui est de l'accès à l'eau en milieu urbain, on peut parler d'un certain nombre de paramètres. Tout à l'heure, je vous disais les deux moyens d'accès. L'accès à l'eau potable à travers un branchement à domicile, qu'on appelle branchement particulier ou domestique, et l'accès à l'eau potable à travers un branchement bonne fontaine, où il y a un ratio. Nous savons que nos populations sont en partie des populations à très faible revenu, donc n'ayant pas les moyens de se payer une caution d'abonnement ou de se payer un branchement. Ce qui fait que la SEG, dans sa politique ou dans le souci de donner de l'eau, qui est un droit, une arrêt social, a mis en disposition ces deux voies. Selon vos moyens, vous pouvez souscrire à un branchement. Selon que vous n'ayez pas les moyens, vous pouvez prendre le récipient, aller vers un site où il y a une bonne fontaine qui est réalisée. Sauf que, tout à l'heure, je rappelais le cas de la rareté ou le cas du faible taux d'accès qui est lié au manque des investissements, qui est lié un peu à l'incapacité des ouvrages existants à produire de la quantité d'eau suffisante pour pouvoir répondre aux besoins du moment. Mais cette disparité, je peux vous garantir qu'elle est sur le point d'être complètement résorbée. Par quel moyen? À l'achèvement de l'année 2019, les études du schéma directeur du Grand Conakry ont été conduites et qui ont recommandé des investissements énormes pour rattraper non seulement le déficit de 25 années de retard, parce qu'on est en 2025, mais aussi se projeter sur un horizon, l'horizon 2040. Donc, je suis heureux de vous apprendre que sur l'application des directives du schéma directeur réalisé en 2019, qui poireautait, qui était là dans les tiroirs, qui a été remis sur la table suite à l'avènement du 5 septembre avec le président Mamadi Doumbouya. Donc, ce projet, aujourd'hui, il a pris forme, il a repris vie et il a repris de l'âme.
Et la première tranche, je suis heureux de vous apprendre que le financement dédié à la réalisation de la première tranche qui consiste à réaliser une prise au barrage des Grandes Chutes, poser une canalisation en fond de diamètre 1600 mm sur 44 km jusqu'à Kouria, construire une station de traitement de 200 000 m3, poser une conduite de transport eau brute de Riesoulou jusqu'à Conakry avec toutes ses ramifications, le réseau primaire, secondaire et tertiaire, et les ouvrages de stockage des réservoirs associés, plus les branchements particuliers qui vont avec. Oui. Et tout ce package est complètement bouclé. Les bailleurs de fonds se sont prononcés à l'issue de la table ronde qui a été organisée avec le ministère et la SEC, bien entendu. Et donc, toutes les composantes, aujourd'hui, ont trouvé des pourvoyeurs. Sur la prise et la conduite de transport au brut, c'est la coopération indienne qui s'est positionnée. Sur la station, c'est la Banque mondiale. Et sur le reste, c'est l'Union européenne et la Banque européenne d'investissement. Donc, le projet il est très avancé. Et très bientôt, en début de cette année, nous allons entamer la réalisation des travaux physiques qui, à coup sûr, va aboutir par la mise à disposition de ce volume d'eau qui va résorber drastiquement le déficit que nous connaissons aujourd'hui. C'est une information capitale, monsieur le directeur. Monsieur le directeur, à présent, quels sont les principaux mécanismes de contrôle et de gestion des ressources en eau en Guinée? Et comment luttez-vous contre la pollution et la surexploitation? Ou quels sont les liens avec... parler de mécanismes de contrôle des ressources en eau, je pense que cela ne relève pas des prérogatives de la SEG. Sauf que il revient à la SEG de garantir une qualité de l'eau à mettre à disposition. Les deux concepts sont totalement différents. La préservation des ressources en eau, la gestion des ressources en eau relève de la Direction nationale de l'hydraulique, qui est un des acteurs clés de ce qu'on appelle le secteur de l'eau, que ce soit là maintenant en milieu urbain ou en milieu rural. Mais du côté de la qualité de l'eau, la SEG est garante de la qualité de l'eau mise à disposition pour la consommation humaine et la consommation domestique. Je vous explique. Tantôt, je vous rappelais que la mission de la SEG, c'est essentiellement produire de l'eau et la mettre à disposition. Dans le mécanisme de production, il y a ce qu'on appelle le traitement qui est dedans. Nous prélevons de l'eau brute. Nous avons deux sources d'alimentation en eau. Nous avons les eaux de surface, ce sont les eaux des cours d'eau, des rivières et des fleuves. Et nous avons les eaux souterraines, ce sont les eaux que nous captons à travers des forages industriels, pas les forages que vous connaissez, les forages domestiques. Mais l'un dans l'autre, nous sommes garants de la qualité de cette eau. Nous sommes adossés et contraints de fournir de l'eau qui répond aux normes de l'OMS. L'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, a dans ses prérogatives fixé des normes de potabilité, des normes de paramètres physico-chimiques et bactériologiques et microbiologiques que l'eau doit avoir, des normes qui doivent être des normes très contraignantes que les systèmes de laboratoire de nos installations sont tenus de respecter. C'est pourquoi je suis heureux encore ici devant votre caméra de réaffirmer que l'eau produite à la SEG, elle est propre à la consommation, elle n'est pas vecteur de maladies pathogènes. Cependant, la distribution de l'eau à Conakry et dans certaines villes de l'intérieur est assujettie à un plan de délestage. Pourquoi un plan de délestage? C'est par rapport au concept de droit à accéder à l'eau qu'il y a derrière. Lorsque ce que vous produisez ne suffit pas à couvrir la demande et que vous avez dans votre mission de donner de l'eau à tout le monde, vous êtes amené à faire de l'invention, à utiliser votre génie. Et c'est ce qui a découlé à la mise en place d'un système de délestage, de la sectorisation du réseau, de la confection de zones hydrauliques, permettant de rendre le droit qu'il y a derrière l'accès à l'eau à la population. Cela veut dire que vous pouvez voir certains quartiers aujourd'hui à Conakry, quand je parle notamment de Conakry, qui ont accès à l'eau seulement les mardis, les jeudis et les vendredis. D'autres, vous les voyez, ils ont de l'eau les lundis, les mercredis et les vendredis. Vous voyez certains quartiers, ils ont de l'eau le soir, une partie de la journée, d'autres ont de l'eau à partir du milieu de la nuit. Qu'est-ce qui fait cela? C'est parce que la production ou la capacité de production a été complètement absorbée par la demande. De 2000, 2001, 2002, 2003 jusqu'en 2025, chaque année, Conakry croît. Conakry croît en termes de démographie, Conakry s'étend en termes d'urbanisation.
Et je rappelle que les eaux de Conakry viennent de Yesoulou. Yesoulou, c'est dans Kouria. Donc, lorsque, en 2000, vous voyez la taille de Conakry, 10 ans après, en 2010, vous comparez la taille de Conakry. En 2020, aujourd'hui, vous recomparez cette même taille. Conakry n'est plus la même en termes de superficie, en termes de bâtiments, en termes de population, en termes d'industrie, en termes de points de consommation. Ce qui fait que chaque année, tous les ouvrages qui sont réalisés, que ce soit les bâtiments, que ce soit les usines, en amont de Conakry, prélèvent la même ressource. Le volume, il ne change pas. Donc, lorsque l'eau qui venait à Conakry se trouve prélevée en route, d'année en année, vous voyez que cette eau, elle s'amenuise. Donc, ce qui fait que nous procédons par délestage pour envoyer tantôt à gauche, tantôt à droite, et qui fait que le principe de la charge permanente du réseau, qui garantit une certaine durée de vie du réseau, n'est pas garanti aujourd'hui. Et ça fait que le réseau, il est exposé. Des fois, il est en charge, des fois, il est en décharge. Et ça fait que c'est un réseau qui est fuyard. Il fuit beaucoup. Vous constaterez que dans la nature, il y a beaucoup de pertes. C'est inhérent à la manière d'exploiter le réseau. Tant que des investissements conséquents ne sont pas réalisés pour accroître la capacité de production, maintenir ce réseau en charge H24, il va de soi qu'il sera un réseau fuyard. C'est-à-dire, lorsque vous rechargez le réseau, c'est-à-dire un délestage envoie le réseau dans une zone hydraulique, le réseau est en charge, il y a de l'eau, il n'y a pas de problème. Mais le réseau étant utilisé par intermittence, il est assujetti à de la casse, à de la fuite. Quand vous l'enlevez de l'eau, vous l'envoyez dans un autre, l'eau qui a stagné lors de l'alimentation se retourne dans le réseeau. Donc cette eau qui se retourne, le jour où vous ramenez l'eau dans la zone, les premières eaux qui arrivent quand vous ouvrez votre robinet, il va de soi que ces eaux-là soient des eaux noires ou que ce soit des eaux brunes. Donc ce qui fait que généralement quand des situations comme ça arrivent, tout de suite des équipes soient déployées, venir vérifier est-ce que c'est un phénomène de pollution isolée ou bien c'est un phénomène de pollution en masse pour que d'un dans l'autre et que des dispositions tout de suite soient prises pour vidanger le réseau, le rincer, le stériliser et le remettre en service. Bien, monsieur le directeur, vous avez compris, nous sommes dans votre émission Oroya Politique. C'était donc la première partie de cette émission qui reçoit d'ailleurs pour vous le directeur général de la Société Générale des Eaux de Guinée, monsieur Thierno Mamadou Nassirou Diallo. On se retrouve juste après cette courte pause publicitaire pour la suite de l'émission. Nous voilà de retour ici sur ce plateau pour continuer l'émission Oroya Politique qui reçoit pour vous le directeur général de la SEG, M. Thierno Mamadou Nassirou Diallo. Il est avec nous, vous le voyez déjà à l'écran. Monsieur le directeur, le cinquième point, on va s'intéresser au développement durable. Comment promouvoir une utilisation rationnelle de l'eau et également sensibiliser les populations à l'importance de la conservation de cette source de vie. Voilà. Par rapport à la conservation ou à l'utilisation rationnelle de l'eau, la Société des eaux de Guinée, dans sa communication permanente au contact des populations et des utilisateurs, ne cesse de promouvoir une utilisation rationnelle. Qu'est-ce que nous appelons une utilisation rationnelle ? Nous sommes tous convaincus, nous sommes tous en République de Guinée, que ce soit à Conakry ou à l'intérieur du pays, nous savons que nous sommes dans une situation de déficit de production, c'est-à-dire de faiblesse du volume mis à disposition par rapport à la demande. Donc ce que nous conseillons aux ménages, c'est une utilisation rationnelle. Veillez à ce que les chasses d'eau dans les toilettes soient bien appuyées, bien fermées. Veillez à ce que les petites fuites minimes soient-elles, que ce soit sur les canalisations à l'intérieur des clôtures des maisons ou dans les toilettes, que cela soit signalé tout de suite. Parce que, figurez-vous, toute quantité d'eau qui se perd, d'une manière ou d'une autre, elle doit être payée. Et il n'y a rien de plus difficile ou de plus amer que lorsque vous vous retrouvez avec une facture
surtout lorsque vous avez un compteur. Parce que je vais préciser tout à l'heure que l'eau, elle est comptée. Bien sûr. L'eau est comptée. Les ménages sont dotés de compteurs. Il arrive généralement que lorsqu'il n'y a pas une attention sur les installations hydrauliques, que des factures énormes soient émises par les agences de la SEG à l'endroit des ménages et qui font souvent objet de discussions et de litiges où le client ou l'abonné a du mal à reconnaître sa consommation. Donc on peut venir dire, nous ne sommes que 3 dans la maison. Le matin, nous sortons, nous partons au boulot, on ne revient que le soir. Comment est-ce qu'on peut payer une facture de 500 000, 600 000 ? Derrière ce qu'ils oublient, et à chaque fois, et c'est un cas qui est avéré, à chaque fois qu'il y a une contradiction entre un client, ce qu'on appelle le service litige, nous déployons des équipes dans les concessions. C'est de la force motrice humaine employée pour traiter cette eau qui a été déployée pour que cette eau arrive. Donc si elle ne va pas là où elle doit aller, qu'elle soit facturée et qu'elle soit encaissée, inéluctablement, elle constitue une perte pour nous. Donc le principal conseil que nous lançons et que nous continuons de lancer, et que je profiterai également de votre caméra pour lancer là, à cet instant précis, c'est d'appeler et d'inviter toutes les populations, tout le monde à la base, de veiller à ce que les robinets soient totalement fermés une fois que vous avez fini une utilisation. Pour quelque raison que ce soit. Pour le lavage de la vaisselle, pour la douche, pour le WC, pour toutes sortes d'utilisations, veillez à ce que les robinets soient hermétiquement fermés. Et dès qu'il y a une fuite qui se remarque, qui s'opère, il faut tout de suite nous la signaler. Ouais. Sur ce côté, il y a un accent particulier qu'il faut mettre. Et à travers vous, les médias également, c'est une invite que nous lançons pour demander aux populations de veiller sur ces aspects-là. C'est hyper important. Monsieur le directeur, comment expliquez-vous le gonflement de certaines factures dans les ménages, souvent qualifiées de surfacturation? D'accord. Bon, cette question, je vais l'aborder de manière assez intelligente. Quand on parle de surfacturation ou de gonflement de factures, il faut les prendre sur 2 aspects. Parce que nous avons 2 catégories de clients. Nous avons des clients qui sont facturés au comptage, c'est-à-dire à travers un compteur, et nous avons d'autres clients qui sont facturés au forfait. Bon, le forfait, il n'est pas interdit. C'est une pratique qui se fait à l'échelle du monde entier. Ce n'est pas quelque chose d'illicite. Sauf que dans un environnement où on tend vers la performance, dans un environnement où on tend vers la requalification des services, le système de comptage est le système le mieux indiqué. Aujourd'hui, je suis heureux de passer par votre caméra pour apprendre à l'attention de tous. Aujourd'hui, chaque ménage qui sollicite un compteur peut avoir un compteur à disposition. Le compteur, c'est un patrimoine. Il n'appartient pas au client, il appartient à la SEG. Donc, lorsque un client ou lorsqu'un abonné ou un ménage constate que sa facture sort de l'ordinaire, il y a 2 raisons qui peuvent l'expliquer. La première raison, c'est généralement une fuite qui s'est signalée après le compteur. Lorsqu'une fuite s'est signalée après le compteur, inéluctablement, le compteur il va marquer. Que vous ayez consommé l'eau ou pas, si elle fuit, le compteur marque. Donc, cela va être facturé. Le deuxième aspect, qui est d'ordre très marginal, c'est lorsque vous voyez dans un ménage, en fonction du calibre de la concession, en fonction des points de consommation, du standing de la concession, vous pouvez être 2, 3 individus dans une cour, en duplex ou en triplex. Vous avez un branchement, il va sans dire que ce bâtiment, que ce soit au rez-de-chaussée, ou à l'étage, ou au second, ou les espaces verts, ce sont des points de consommation. Que cela soit dit ou pas, même s'il n'y a qu'un seul individu, la demande en eau de cette consommation elle est très élevée. Donc il y a un calcul rationnel qui est fait, qui est effectué, qui est adossé à ce branchement. De là maintenant, à ce que l'habitant ou celui qui est dans cette maison dit qu'il n'a pas consommé cette eau, ce qui peut nous départager, c'est de demander un compteur. Bien, monsieur le directeur. Alors, dites-nous comment vous luttez contre les fraudes dans votre secteur. Voilà une question très épineuse, un véritable fléau. La question de fraude, elle se situe à 2 niveaux. La question de fraude se situe, il faut le dire, elle peut être interne, à travers des agents à travers des agents véreux, mal intentionnés, tout comme elle peut être externe à travers des citoyens
qui ne sont pas très civiques. Ouais. Parce que le vol de l'eau, le vol de l'électricité, ce sont des pratiques qui sont courantes. Oui. Donc, nous sommes aussi, et c'est inhérent à nos services, parce que nous sommes des services publics. Mais derrière, quelles dispositions nous prenons pour les atténuer? Parce que les endiguer, c'est un autre cheval de bataille. Mais ce que nous avons en place, ce sont des mécanismes de contrôle. Des mécanismes de contrôle inopinés que nous faisons à la fin de chaque période de facturation. Lorsque l'agent de zone procède à la relève, il envoie les index et son projet de facturation. Derrière, par échantillonnage, nous renvoyons des équipes sur le terrain pour aller conforter les relevés reçus et la réalité du terrain. Mais par rapport à ça, ou en parallèle à cette pratique, nous avons ce qu'on appelle la direction du contrôle en notre sein, qui périodiquement aussi en fonction des paramètres ou des indicateurs qui sont reçus de part et d'autre des agences, qui déploient de manière inopinée des équipes d'enquête pour faire du porte-à-porte, pour faire de la vérification sur les réseaux, sur les branchements, dans les domiciles. Est-ce que les compteurs, l'eau passe directement par les compteurs ou bien l'eau est déviée par ce qu'on appelle le phénomène de bypass. Donc il y a tous ces mécanismes qui sont en place et je vous garantis, à chaque fois qu'on envoie une équipe, c'est des résultats probants qui sont obtenus derrière. Eh bien, monsieur le directeur, nous tendons vers la fin de cette émission, mais il nous reste encore quelques questions à vous poser. Souvent, la population est approvisionnée par la SEG avec de l'eau impropre. Pouvez-vous nous en dire plus? Bon, à ce niveau, je souhaiterais apporter une précision. Ce n'est pas l'eau de la SEG ou l'eau qui est approvisionnée par la SEG qui est impropre. Ça, je le rappelle. Il y a deux paramètres aujourd'hui qui expliquent qu'un client ou qu'un ménage ouvre son robinet et trouve de l'eau impropre. Tout à l'heure, je vous parlais de casse, je vous parlais de fuite. Lorsque, et ça, allez vérifier sur le terrain, je suis prêt à vous accompagner et vous allez vérifier. Tous les points de fuite qui s'opèrent, si tout de suite il n'y a pas de réparation, lorsque le délestage est opéré, le jour où on renvoie l'eau dans ce réseau, les eaux environnantes sont retrouvées dans le réseau et ils vont se retrouver chez le client. Ça, c'est inévitable. Donc, ce que nous conseillons, lorsque un ménage constate que l'eau est rouge, ou l'eau est polluée, ou l'eau n'est pas propre, c'est deux choses. Premièrement, il faut ouvrir le robinet, enlever le récipient. Les premières eaux qui s'évacuent, si les eaux qui arrivent par la suite ne sont pas propres, c'est que c'est un phénomène de pollution à l'échelle. Il faut tout de suite interpeller la SEG. Donc, en ouvrant le robinet, au bout d'une minute, la première eau qui arrive, elle est sale, la suivante, elle est propre. Tout de suite, c'est l'eau propre qui arrive. Mais derrière, ce qu'il faut éviter, même quand l'eau insalubre ou l'eau sale est temporaire, je recommande vivement, je recommande qu'il y ait une interpellation de la SEG à travers le 119. Parce que l'un des principaux défis aujourd'hui auxquels est confrontée la SEG et auquel la Guinée elle-même va être confrontée dans l'avenir, c'est la pérennité de la ressource en eau. Les ressources en eau en République de Guinée sont fortement menacées. Elles sont fortement menacées par les actions anthropiques, les actions de l'homme. Quand vous prenez le Niger, vous prenez... Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur le directeur, pour éviter cette... J'en viens. La SEG constamment se déploie sur le terrain, surtout à l'avènement des saisons des pluies. À l'avènement des saisons des pluies, sous l'effet de la coupe du bois, sous l'effet de la construction des fours à briques, sous l'effet de l'érosion, sous l'effet de l'agriculture traditionnelle, je dirais même intensive. Okay. Il y a de très grandes superficies qui sont décapées. Il y a des bassins versants qui sont attaqués par l'exploitation de l'homme. De qu'on fabrique du charbon de bois, d'autres coupent carrément pour les cultures. Et ce qui fait que lorsque les grandes précipitations arrivent sous l'effet des ruissellements et de l'entraînement des colloïdes dans le cours de l'eau, vous voyez que pratiquement aujourd'hui, toutes les ressources en eau en République de Guinée, sauf celles qui sont à grande échelle, sont toutes boueuses. Prenez les récents cas. Quand vous prenez le Niger, de la source à Farana jusqu'à Bamako au Niger, l'eau est complètement boueuse. Ce n'est pas un phénomène rien que propre à la Guinée. Le Mali en souffre, le Niger en souffre, les autres pays en souffrent. Nous ne sommes pas seuls. Non, nous ne sommes pas seuls. Sauf que derrière, vous savez, ce qu'on dit souvent, que les problèmes et difficultés qui arrivent viennent aussi avec des solutions. Donc, les innovateurs, les recherches sont faites dans ce sens pour
identifier les meilleurs produits avec les meilleures performances pour pouvoir traiter ces eaux. La seule difficulté qu'il y a à ce niveau, c'est que dans une certaine catégorie de pollution, nos équipements ne sont pas outillés pour traiter ce type d'eau. C'est pourquoi, en amont, nous conseillons fortement, à travers une synergie des ministères, que ce soit le ministère de l'Environnement, le ministère des Mines, le ministère de la Santé et notre ministère à nous, qu'il y ait des actions concertées pour les orienter vers des métiers plus propres et à moindre incidence fâcheuse sur les ressources en eau. Eh bien, monsieur le directeur, l'avant-dernier point qu'on va débattre dans cette émission, quels sont les principaux défis actuels de la SEG pour la gestion des ressources en eau en Guinée? Et quelle est votre vision pour le futur? D'accord. Les principaux défis de la SEG, les défis sont énormes, mais ils ne sont pas insurmontables, je précise. La SEG est constituée d'hommes et de femmes très braves, et courageux et motivés. Quand je vous dis motivés, je le précise, très motivés, parce que figurez-vous que dans un passé très récent, le secteur de l'eau, la SEG était un service carrément oublié, qui n'était pas dans les priorités de l'État. Mais depuis le 5 septembre, vous voyez par vous-même, aujourd'hui la SEG a son propre département ministériel. Il y a un département dédié à l'hydraulique. Oui, et récemment, donc c'est un acte fort. Souvenez-vous que dans l'adresse de M. le Président de la République, lors de la célébration du 2 octobre de l'année 2024, il avait dit, en termes clairs, que l'année 2025 va marquer un tournant majeur dans le secteur de l'eau et des infrastructures. Et nous sommes inscrits dans ce sens-là. Vous n'imaginez pas à quel point ce caractère de priorité qui est adossé au secteur de l'eau constitue aujourd'hui une source de motivation sans limite pour le personnel de la SEG. Donc vous comprendrez, le véritable défi aujourd'hui, c'est celui de garantir une eau de qualité et une eau rationnelle, parce qu'elle n'est pas suffisante, dans un exercice pour couvrir le déficit. Les véritables enjeux sont à ce niveau, et les véritables enjeux sont également dans la préservation de la qualité de cette ressource et dans la conduite des grands projets à la satisfaction du mieux que possible de la clientèle. Et ça, je vous garantis, matin, midi, soir, les personnels, les équipes de la SEG sont dédiées au relèvement de ces défis. Quant à la vision de la SEG est une vision très noble. C'est celle de faire de la SEG, ou la vision de la direction générale et des travailleurs de la SEG, c'est de faire de la SEG un service de fourniture d'eau potable publique très performant, innovant et qui souscrit à la satisfaction de sa clientèle dans la fourniture des services de qualité répondant aux exigences et aux normes internationalement reconnues. Monsieur le directeur, le dernier point. Qu'en pensez-vous de la prolifération des forages en Guinée? Et a-t-il des conséquences sur la Société des eaux de Guinée que vous avez l'honneur de diriger? Bon, la prolifération des forages, il faut reconnaître que les forages en soi, en dehors même du préjudice que les forages causent à la SEG, je parle des forages domestiques, parce que nous-mêmes à la SEG, nous avons des forages, nous exploitons des forages, mais les normes de réalisation et d'exploitation de ces forages-là n'ont rien à voir avec ce qui se fait par les populations. Donc il faut rappeler, à cause de la faiblesse de la couverture du réseau de la SEG vers les nouvelles agglomérations, vers les nouveaux quartiers, les populations, c'est naturel, ne dit-on pas que sans eau, pas de vie? Bien sûr. Donc, lorsque la SEG n'est pas capable, lorsque la SEG n'est pas en mesure de fournir de l'eau à un souscripteur à un branchement, il va de soi que ce ménage, cette population s'organise et s'arrange à trouver son eau parce qu'il faut vivre. Donc, quand on fait recours à un puits réalisé à la main, et captent les eaux phréatiques. D'autres, qui ont plus de ressources et de revenus, font recours au forage. Sauf que derrière cette pratique des forages, je suis désolé de le dire, les forages sont très mal réalisés. Et il n'y a pas de synergie, il n'y a pas de coordination dans la réalisation des forages. Vous pourrez voir quand vous prenez la zone de Ratoma, où le manque d'eau se fait de plus remarquer. Quand vous prenez la crête de Conakry, l'axe de la route de Prince, il y a une prolifération de forages qui ne dit pas son nom. Mais cela, c'est à l'échelle de toute la Guinée. Vous allez aujourd'hui à la baie, à Cancan,
à Sigiri, c'est pareil, c'est partout. Donc ces forages ne sont pas... Les populations guinéennes n'étant pas outillées à apprécier un bon forage bien réalisé, aujourd'hui, on nous donne du n'importe quoi. Ces forages ne doivent pas cohabiter avec les fosses septiques. Les fosses septiques en République de Guinée, vous compterez celles qui sont normalisées. Donc, avec le mauvais captage de l'eau souterraine, avec les remontées capillaires en saison de pluie, cette eau des fosses septiques et cette eau des forages, je ne vous dis pas plus. Ça a des problèmes. Derrière l'autre impact fâcheux que cela cause aujourd'hui, il y a des zones où nous sommes présents. Quand un citoyen, un ménage réalise un forage, il prend la peine de sortir un robinet au dehors de sa cour. Bon, monsieur vous trouverez... Ce n'est pas pour vous couper la parole. Oui. Il y a des gens qui aiment le dire que l'eau de forage est égale à une eau minérale. C'est mal connaître ce qu'est une eau minérale. C'est une eau souterraine bien traitée. Non. Qui est même non. Nous, à notre niveau, la bonne pratique de réalisation d'un forage exige, lorsque vous finissez de forer votre forage, que vous fassiez des prélèvements. Vous fassiez analyser cette eau, vous déterminez les paramètres physico-chimiques, bactériologiques et microbiologiques de cette eau pour déterminer la véritable qualité de cette eau. Est-ce qu'elle est propre à la consommation? Ce n'est pas toutes les eaux de forage qui sont propres à la consommation. Je vous lance un défi. Je regarde la caméra, je vous lance un défi. Prenez de par échantillonnage, allez dans n'importe quelle partie du Conakry, prélevez les eaux de manière délibérée, vous les mettez à l'analyse. Les résultats vont vous surprendre. Mais si vous n'êtes pas capable de donner de l'eau à tout le monde, est-ce que vous pouvez empêcher les populations à aller trouver de l'eau? Non, pas du tout. C'est pourquoi le second appel que je vais lancer, c'est-à-dire que cette peine, cette souffrance à avoir accès à l'eau, elle n'a trop que duré. Mais désormais, il faudrait que les populations guinéennes sachent qu'il y a une dynamique forte qui est engagée dans la résolution de cette crise d'eau. Les ouvrages qui sont projetés, qui vont être réalisés dans un avenir très proche à partir de cette année, entrant dans le cadre du schéma directeur, vont nous faire oublier ces différentes souffrances que nous avons traversées. C'est pourquoi je lancerai un appel encore une fois, de plus à l'indulgence des populations, à la compréhension de la situation, que ce sont les conséquences, les répercussions de plusieurs années qui se matérialisent aujourd'hui. Mais, alhamdoulilah rabbil alamina, grâce bien entendu aux efforts du gouvernement, grâce aux efforts du ministère et grâce aux efforts du président de la République, cette souffrance ne sera que de courte durée désormais. Les actions sont en cours et l'avenir va nous édifier. Voilà ce qui est très bien dit, monsieur le directeur général de la SEG. Merci d'être intervenu dans Oroya Politique avec brio. C'est sans doute que nos téléspectateurs auront une large compréhension des enjeux liés à l'accès à l'eau potable en Guinée grâce à vos explications limpides. Merci beaucoup. Amables téléspectateurs, ça n'est pratiquement fini au compte de cette émission Oroya Politique. Merci à tous de l'avoir suivi. Il y avait derrière les caméras l'infatigable Aboubakar et Bandoura. Merci à vous tous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité. Bonsoir, chers.